Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Julie, Pauline, Alexandre et Mathieu de l'équipe d'Accio Énergie qui vous présenteront un petit peu plus en détail le projet énergie du Gâtinais 2 qui est en phase de collecte sur la plateforme. Alors avant de leur laisser la main, je vais profiter de cette introduction pour vous rappeler le déroulé du live. Donc une fois l'introduction terminée, Julie, Pauline, Alexandre et Mathieu présenteront en détail le projet, les enjeux liés à ce projet énergie du Gâtinais 2. Et ensuite, on passera aux questions-réponses que beaucoup d'entre vous attendent. Donc à ce sujet, si vous souhaitez poser vos questions, en bas au milieu de votre écran, vous avez une bulle QR. Donc il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser à l'équipe d'Accio Énergie. Je vous laisse la main, Mathieu, je vous laisse partager l'écran. Et après, moi, je vous retrouve pour Bien. les questions-réponses. Alors, Hop, parfait. très bien. Ben, merci. Bonjour. Peut-être juste en deux mots, je vais présenter notre société Accu Energy avant de passer tout de suite au projet, parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir. Donc, en deux mots, Accu, nous sommes producteurs indépendants d'énergie renouvelable et distribuée. Notre société a été fondée en 2007 et elle est toujours dirigée et détenue majoritairement par ses fondateurs, Eric Scotto et Patrice Lucas. Nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur, donc du développement aux structurations et financement de ces centrales d'énergie renouvelable, leur construction évidemment, et puis leur opération pendant les 20, 30 ou plus années de leur existence. Quelques chiffres clés très rapidement. À fin 2020, donc 2,6 milliards d'euros d'investissement cumulé pour une capacité installée de 1,3 gigawatts. Nous avons plus de 5 gigawatts de projets en développement aujourd'hui. 350 collaborateurs dans le monde et nous sommes présents dans plus de 15 pays. Voilà pour Accio. Et puis, je vais passer la parole à Julie. Et je pense que nous allons nous présenter plus en détail juste après, mais je passe la parole à Julie pour Gâtinais 2. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le parc éolien à énergie du Gâtinais 2. Je pense qu'on peut passer à la prochaine slide. Donc, moi, je suis Julie Abastado. Je suis chef de projet chez Accio Énergie depuis un peu plus de 4 ans. Et j'ai travaillé sur le projet éolien énergie du Gâtinais 2, qui est un projet éolien en Seine-et-Marne, constitué de 5 éoliennes et qui est venu en fait en extension du parc éolien énergie du Gâtinais 1 de 12 éoliennes. En fait, la différence entre les deux parcs, c'est que le parc éolien Gâtinais 1, c'est un parc éolien de machines qui étaient plus anciennes. Donc, pour les connaisseurs, ce sont des V90, donc plus petites. Et là, le parc Gâtinais 2, en fait, on a 5 éoliennes et chacune des V136, donc des modèles plus grands. Et en fait, paradoxalement, avec l'évolution de la technologie, les deux parcs vont produire approximativement la même quantité d'énergie. Donc, avec 2 fois moins de mâts, on arrive à produire quasiment la même énergie. Donc ça a été un des grands atouts du projet qui a été mené en concertation avec les 2 communes d'implantation que sont Beaumont du Gâtinais et Gironville, où on a fait plusieurs réunions de co-construction du projet avec les habitants, donc une réunion publique et 2 ateliers de co-construction. Ça a été vraiment une expérience très enrichissante de pouvoir développer ce projet éolien qui est accepté localement. Ça existe quand on fait bien les choses. Et donc aujourd'hui, on veut vous présenter ce projet car on a décidé d'ouvrir une partie du capital à des investisseurs locaux, donc dans les départements limitrophes du 77. Donc, voici l'équipe projet. Donc, moi-même, Julie Bastado, Mathieu, qui a parlé juste avant, directeur financement participatif, Pauline, qui est chargée du financement de projet, Mariam, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui est notre responsable juridique. Et puis, il y a également Alexandre,
qui est ici présent et qui travaille également dans le financement participatif. Donc, en fait, ce projet, comme l'a dit Mathieu, en fait, chez Accio, on prend les projets depuis le début, donc depuis le stade de développement, et on veut les amener jusqu'à la phase d'exploitation. Donc là, le projet, il a passé toute sa phase de développement. Ça a duré environ 2 ans et demi. Ensuite, il a pu être structuré, c'est-à-dire qu'on a obtenu un financement bancaire. On a pu aussi négocier des contrats avec le fournisseur d'éoliennes et le constructeur, donc celui qui va nous faire les routes, plateformes, fondations. Et la construction a démarré en juillet 2020 et est en cours de finalisation actuellement. C'est-à-dire que là, on est dans la phase de test des éoliennes, donc elles tournent. On est en train de faire des derniers réglages de communication. Voilà. Donc, on vise une mise en service début de l'année 2022, une mise en service industrielle. Donc là, vous voyez sur cette image un photomontage qui avait été pris pendant la phase de développement, qui avait été fait pendant la phase de développement. C'est-à-dire que là, ce n'est pas les vraies éoliennes qu'on voit en premier plan. Par contre, celles qui sont derrière, ce sont des vraies éoliennes. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une photo de l'image, du paysage, au-dessus de laquelle, en fait, on va simuler le modèle de l'éolienne. Et si un jour vous vous rendez à Bourbon-du-Gâtinais, vous verrez que c'est exactement l'impact. Il faut avoir la même luminosité, mais vous verrez que c'est exactement l'impact paysager qui avait été prédit par les photomontages. Donc là, vous avez quelques photos de la phase de construction des éoliennes. Donc à gauche, une grue qui est en train de lever quelques éléments. Vous voyez en fond un camion qui transporte une des sections, qui venait d'acheminer la section sur le site. Et à droite, les éoliennes, une éolienne qui est complètement montée. Donc ça, ce sont des éoliennes donc V136 de 4 MW. Donc il faut savoir, je ne sais pas si vous connaissez le ratio, mais une éolienne de 2 MW, ça permet d'alimenter 2000 personnes. Donc là, une éolienne de 4 MW, 4,2 exactement, c'est environ 4200 personnes. Donc j'en ai déjà un peu parlé. Le Gâtinais 2, ce sont 5 éoliennes qui font chacune 4,2 MW. Donc le parc en puissance installée est de 21 MW. L'investissement total a été d'un peu moins de 32 millions d'euros. La hauteur en bout de pale, donc bout de pale, c'est quand la pale est au plus haut, donc 180 mètres. Le parc a été lauréat d'un appel d'offres de l'État pour un tarif d'achat d'électricité sur 20 ans. Et la production annuelle est de 57 gigawattheures. Et donc là, en dessous, vous avez l'équivalent de CO2 évité par an. Donc c'est environ 2600 tonnes d'émissions de CO2 évitées par an. Et la consommation, ça représente, ce parc, la consommation électrique annuelle d'environ 11 300 foyers. Oui, et le P50, oui, c'est 57 gigawattheures. Donc là, vous avez une carte d'implantation. En fait, en bas, c'est les 12 éoliennes de Gâtinais 1, donc qui sont plus petites. Et en tout, ça fait 24 MW, le parc Gâtinais 1. Et à gauche, les 5 éoliennes qui prennent du coup beaucoup moins de place. Alors, horizontalement, effectivement, verticalement, ça prend plus de place. Et c'est une zone où on pouvait le faire parce que c'était suffisamment loin des habitations. On est un peu plus d'1 kilomètre de la première habitation. Et donc à gauche, vous voyez les 5 éoliennes de Gâtinais 2. Donc j'en ai déjà un peu parlé aussi, mais donc le parc est rentré a obtenu l'autorisation environnementale, donc qui vaut le permis de construire en septembre 2019. On a également reçu en 2020 la convention de raccordement, donc le parc est raccordé via Enedis. Vous avez les différents jalons du projet, les jalons majeurs de signature des différents contrats. Donc, je l'ai dit, les turbines, les éoliennes sont des éoliennes de la marque Vestas. Et le contrat EPC, donc ça a été un groupement d'entreprises entre Omexom et Colas pour faire les routes, les plateformes, les fondations. Et bien sûr, tout cela a été supervisé par Accio Énergie parce qu'on est, donc je vous le disais, présent en développement, en structuration, en construction. Et bientôt, on sera présent en phase d'exploitation, en tout cas sur ce parc-là. Pour la partie financement, je laisserai Pauline expliquer ce... Bonjour à tous. Comme Julie a pu le dire, j'étais en charge de la partie financement du projet. Donc, comme on l'a expliqué, la construction de projets éoliens, c'est assez consommateur de capitaux. Sur
projet d'infrastructure. Et donc, on a fait appel d'abord à des banques qui ont l'habitude de financer ce type d'actifs, donc en l'occurrence la Caisse d'épargne PACA et Bpifrance, qui ont apporté près de 29 millions d'euros au projet, et ce, après une analyse détaillée du business plan et un certain nombre d'audits qui sont spécifiques à notre secteur. Donc, ça va être un audit d'ingénierie technique, une revue du productible. Le productible, c'est en fait une analyse prédictive de la production du parc, qui est basée sur des données météo, des données d'un mât de mesure qui est positionné sur le site, des données également de production de notre parc existant Énergie du 1, juste à côté. On a aussi eu un audit légal qui vérifie que le projet a bien obtenu toutes ses autorisations réglementaires, que les contrats sont bien conçus, qu'il y a de risque pour le projet, un audit assurance. Et sur la base de l'ensemble de cette analyse et également de l'expertise des banquiers, la banque passe en priorité et approuve le financement à des montants assez importants. Et en parallèle de ça, on a l'équivalent des apports qui sont faits dans n'importe quel financement, donc le financement en fonds propres, qui se répartit entre le groupe AQO et les investisseurs participatifs. Donc, c'est ce pourquoi on nous a réunis aujourd'hui. Et on a déjà aussi, par ailleurs, collecté près de 400 000 euros via une autre société d'investissement participatif de notre plateforme AQOCOP. Voilà, WICID viendrait compléter le tour de table citoyen sur ce projet, et ça faisait partie d'une volonté du groupe, compte tenu aussi de tout le débat qu'il peut y avoir autour de l'éolien, de montrer qu'on peut développer un projet sans recours contentieux sur le territoire français en un temps record, avec une acceptabilité locale et avec aussi un engagement citoyen et associant au capital du projet. Donc, le schéma qu'on vous propose, il est peut-être un peu plus complexe que ce qu'on pourrait faire sur d'autres projets, mais c'est aussi lié à des contraintes fixées par la Commission de régulation de l'énergie, un organisme étatique, et donc l'intégralité de l'investissement citoyen doit être fait en action. Et c'est pour ça qu'on a proposé aux citoyens d'investir via une société commune, donc la WICAP que vous avez là sur le schéma. Et la WICAP serait actionnaire du projet à hauteur de la levée de fonds. Voilà. Et donc, pour que ce soit clair pour vous, après je laisserai peut-être Maxime revenir sur les conditions qui sont proposées sur la plateforme, mais le projet a fait un engagement d'investissement participatif. Ça veut dire qu'on s'est engagé vis-à-vis de l'État d'arriver au bout de cette campagne. Et ça, ça permet au projet de bénéficier notamment d'un bonus tarifaire qui permet voilà, de montrer que l'éolien citoyen, c'est bien assez positif pour l'ensemble des parties. Je ne sais pas, Maxime, si vous voulez compléter sur les oui, critères de la campagne. Non, je compléterai juste sur peut-être l'horizon d'investissement. Oui. En général, sur les investissements en action sur la plateforme, on est sur des horizons plutôt long terme, entre 5 et 8 ans. Ici, l'horizon est un petit peu plus court, donc sur 4 ans, ce qui est intéressant d'un point de vue investisseur pour avoir un retour plus rapidement. Et après aussi, dans le pacte qui va cadrer les relations entre les différents actionnaires de la société Énergie du Gâtinais 2, on a la sortie qui est prévue, qui est encadrée par le pacte au terme de l'horizon de 4 ans. Donc, juste je précisais ça. Oui,
Effectivement, la spécificité d'un investissement en action, habituellement, voilà, c'est plutôt des schémas obligataires qui sont privilégiés. Mais comme on a ces règles qui nous ont été fixées par l'État, on doit passer par des actions. Et donc, pour que vous ayez une rentabilité qui remonte jusqu'à vous, eh bien, on a structuré avec Wikid les choses de manière à ce que ça fonctionne via une plus-value à l'issue de la 4e année. Voilà. Donc, pour en revenir effectivement au prévisionnel des comptes du projet, donc comme le dit Julie, on est sur un parc qui devrait avoir une production de l'ordre de 57 GWh et un tarif de 60 € le mégawattheure. Donc, ça permet de générer près de 3,4 millions d'euros de revenus chaque année, desquels il faut déduire évidemment les charges opérationnelles du projet. Bon, le parc, c'est principalement l'entretien des turbines en forfait de maintenance et également les taxes locales qui vont venir contribuer à l'économie locale au sein de l'intercommunalité du département. Et dans le compte de résultat, évidemment, mais ça, c'est pas une charge flux de trésorerie, il y a les dépréciations de ces actifs qui sont des infrastructures qui se déprécient. Mais donc, chaque année, on aurait près de 2,3 millions d'euros de trésorerie disponible après le paiement de charges opérationnelles, à la fois pour rembourser les banques en premier, puisqu'il y a un principe de priorité vis-à-vis de la banque. Et ensuite, il resterait encore un flux tout à fait conséquent pour les actionnaires, y compris la WICA. Je pense qu'on prendra connaissance de vos questions, il doit y en avoir dans le chat juste après. Super, merci Pauline, Julie, Mathieu, Alexandre. Comme vous l'avez dit, Pauline, on va passer aux questions-réponses. Alors, il y en a déjà quelques-unes en attente. Alors, pour ceux qui sont arrivés en retard, si vous voulez poser vos questions, c'est dans la bulle Q&R en bas au milieu de votre écran. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question et ensuite je me chargerai de la poser à l'équipe d'Accio Énergie. Alors, j'ai commencé par les questions. Alors, on a fini avec tout le volet financier sur les prévisions. On a une question de François qui demande si l'historique de ce projet, donc Énergie du Gâtinais 1, en termes de production, permet d'établir un prévisionnel solide pour le projet Énergie du Gâtinais 2. C'est une très bonne question. Merci pour la question. Oui, effectivement, c'est une très bonne chose d'avoir un parc qui est déjà en exploitation pour développer un autre parc. Pour la bonne et simple raison qu'une éolienne, ça tourne avec du vent. Et le vent, c'est très difficile si on n'a pas de mesure sur site du vent, c'est difficile d'avoir un taux, un niveau fiable de productible. Là, ce qui était génial, c'est qu'on avait, parce que sur chaque éolienne, il y a des anémomètres, donc des outils qui permettent de mesurer le vent. Et donc, oui, on pouvait mesurer le vent, mais on pouvait aussi avoir la production en temps réel. Et du fait de ces deux facteurs-là, on a pu diviser par 2 les incertitudes, tout simplement. Donc, en termes de production, on est même plutôt fiable. Et puis, en plus, sur cette base-là, comme le disait Pauline, pendant notre phase de structuration, on a fait appel à un auditeur technique qui a revu le productible, et le 57 GWh, c'est un productible revu, donc il y a encore une marge de sécurité. Donc ce 57 GWh, on est très confiant de l'obtenir. Okay. C'est un 57 GWh annuel. Ok, et du coup, on rappelle que les deux projets sont situés oui. quasiment à côté. Ouais, il y a. Alors, comme les éoliennes sont de hauteurs différentes, il fallait quand même les éloigner pour pas qu'il y ait d'impact paysager, que ce soit trop différent. Donc, elles sont éloignées de 2 km, je crois. J'ai un trou. Ok. Ensuite, une autre question de François qui demande si vous avez déjà installé ce type d'éolienne qui était plus grande
sur d'autres projets, ou est-ce que c'est une première pour vous? Pour le groupe Accio, on est en train de faire. Alors, c'est dans les premiers projets qu'on fait en V136, mais tous nos futurs projets seront avec des éoliennes comme ce type-là, voire plus grandes. On peut même aller plus haut. Il faut savoir que le marché de l'éolien, je fais un petit aparté, il est beaucoup porté par le marché de l'éolien. Donc, le marché de l'éolien terrestre est beaucoup porté par le marché de l'éolien en mer. Et les éoliennes en mer sont plus grandes, donc le marché va avec des éoliennes de plus en plus grandes. Alors après, ce qu'on voit, c'est que du coup, ça nous permet d'avoir des éoliennes plus puissantes et d'en avoir moins de mâts. Et donc oui, Gatineau 2, c'est un des premiers parcs en V136 pour Accio. Par contre, il faut savoir on travaille avec le turbinier Vestas, qui est l'un des plus gros au monde, en tout cas européen. Et ils ont une flotte énorme d'éoliennes et il faut savoir ils sont déjà installés. Je ne saurais pas dire combien d'éoliennes V136 ils ont installées dans le monde, mais il y en a beaucoup. Et ce choix-là, c'était aussi en consultation avec des habitants de la région, Oui. avec des citoyens locaux. Oui, effectivement, pour choisir le modèle d'éolienne, ça dépend du site. Alors là, on n'est pas sur un site où il y a des zones cycloniques, donc on peut mettre des éoliennes assez hautes. Et en fait, pour pouvoir remporter un appel d'offres, parce qu'il faut être aussi concurrentiel, hein, le marché de l'éolien aujourd'hui en France est concurrentiel. Donc, pour pouvoir gagner un tarif d'achat d'électricité, il fallait qu'on puisse gagner un appel d'offres de la CRE. Et pour ça, quand on a fait un audit de ce qui s'était passé sur les précédents appels d'offres, on s'était rendu compte qu'il fallait avoir un parc d'environ une vingtaine de mégawatts pour être compétitif. Et en fait, quand vous avez un espace donné pour mettre 20 mégawatts, il faut que vous éloignez les éoliennes les unes par rapport aux autres. On peut pas, il fallait mettre des éoliennes quand même suffisamment hautes. Après, il faut se dire aussi que le site le permettait, c'est-à-dire qu'on était suffisamment loin des habitations. Et puis oui, en discussion avec la population, eux, ils préféraient avoir des éoliennes. En fait, ils se disaient qu'il y avait dans tous les cas l'impact visuel. Donc, quitte à l'avoir, ils préféraient en avoir moins dans le champ de vision et qu'elle soit plus haute. Ok. Toujours sur ce sujet-là de l'acceptation locale, est-ce qu'il n'existe pas un risque de refus, de rejet par les locaux, ou ça a déjà été travaillé en amont? Ça a déjà été travaillé en amont. En fait, quand on développe c'est pendant la phase de développement, en fait. Quand on développe un projet, on lance beaucoup d'études environnementales. On constitue un dossier de demande d'autorisation environnementale. Avant, c'était le permis de construire. Aujourd'hui, l'autorisation environnementale vaut permis de construire. Et on dépose ça en préfecture. Ensuite, ce dossier, il est instruit pendant 1 an. Et au bout d'1 an, le préfet l'autorise ou pas. Donc nous, en l'occurrence, on avait concerté aussi beaucoup les services administratifs et on avait même remodélisé le projet en fonction des impacts paysagers, l'impact sur les chauves-souris, etc. Et donc, le projet a été accepté, on a obtenu l'autorisation préfectorale, l'arrêté préfectoral, et derrière, il y a un délai de 4 mois de recours et on n'a pas eu de recours administratif sur le projet. Donc, et nous, on pense on est quasiment sûr que ça vient du fait il n'y a pas eu d'opposition locale. En fait, les communes d'implantation étaient pour, les gens en local étaient pour. Donc, il y avait pas et on a beaucoup communiqué. En fait, on a été assez transparent sur notre méthode de développement. Donc, il n'y a pas eu de sujet. Ok. Donc, du coup, ça a été bien accepté au niveau de la mairie. Et au niveau de ces communes d'implantation, les retombées financières pour elles, c'est quoi? C'est ce que Pauline a présenté sur la dernière slide. Oui, alors après, il y a une répartition qui varie en fonction des taxes et qui peut évoluer d'ailleurs dans le futur, hein, parce que il y a les bases taxables, il y a les taux qui changent chaque année pour certaines taxes. Et après, il y a des taxes qui sont redistribuées, je pense à l'IFER notamment, qui est le principal impôt pour les parcs d'énergie renouvelable, hein, c'est l'impôt forfaitaire sur les entreprises en réseau. Pour le projet de Gâtinais, ça devrait s'élever à près de 170 000 € par an. Et cet impôt-là, aujourd'hui, il est à moitié redirigé vers le département et à moitié vers l'intercommunalité.
Ça pourrait évoluer, enfin voilà. Et après, on a aussi les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises. Et ça, c'est des taxes qui vont principalement aux communes et à l'intercommunalité. En sachant que spécifiquement à l'éolien, les communes peuvent négocier jusqu'à 20% de cet impôt forfaitaire sur les réseaux l'IFER. Mais ça, c'est de la négociation au cas par cas. Et je crois que dans la loi, c'est passé récemment pour que les communes puissent avoir 20%, parce que c'est quand même elles qui accueillent le projet. Ok, ok, merci. Ensuite, on a une autre question d'un Wissider qui demande si le chantier est visitable ou pas. Alors, on a déjà effectué des visites de chantier, donc ça s'est fait. Ça pourrait se refaire si un certain nombre de personnes sont intéressées. Il faudra avoir un minimum de personnes quand même. Mais oui, oui, tout à fait. Ok. Bon, sinon, en passant au bord de la route, je suppose qu'on doit voir un petit peu l'avancée, quand Oui, bah là, les éoliennes, en ce moment, ce que je disais, elles tournent et elles sont en phase de test. Donc, le chantier, c'est plus vraiment un chantier. C'est de l'extérieur, d'un point de vue extérieur, on pourrait croire qu'elles sont en phase d'opération. Mais du point de vue AQO, elles ne le sont pas encore parce qu'on n'a pas validé tous les tests pour qu'elles rentrent définitivement en opération. Donc, on n'a pas déclaré la phase de mise en service industrielle. Mais enfin, on aimerait le faire début 2022. même. Ok. Ensuite, je vais revenir. Il me semble que c'est Julie, vous avez parlé de projets pédagogiques autour du projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça, en quoi ça consiste? Alors, des projets pédagogiques, oui, bah, en fait, AQO, on a, sur tous nos projets, pas que sur Gatineau 2, on a à cœur de mettre en place des projets pédagogiques avec les écoles du coin, les écoles en local, pour leur faire bah, déjà visiter effectivement le chantier ou un parc éolien, les sensibiliser sur les énergies renouvelables. Euh, donc, bah, il peut y avoir des parcours pédagogiques avec les enfants qui sont organisés. Donc, ça, généralement, on fait ça peut-être en phase d'exploitation. Là, par exemple, sur la phase chantier, on n'a pas fait venir les enfants. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce qu'il y avait le Covid. Et les écoles étaient fermées, c'était assez compliqué. Mais par contre, on a fait venir les membres du conseil municipal pour leur faire visiter le chantier. Donc, c'était assez intéressant. Et on aimerait bien organiser pourquoi pas une fresque du climat euh, pendant la phase d'exploitation là avec les habitants de Beaumont-du-Gâtinais, pourquoi pas les enfants du centre aéré. Voilà. Donc, c'est en construction. Ok. Ok. Ensuite, on va continuer avec une autre question, plutôt sur les autorisations réglementaires et administratives. Est-ce que celles-ci ont toutes été obtenues? Ou est-ce qu'il existe potentiellement des recours? Je ne sais pas si c'est le terme exact. Elles ont toutes été obtenues et il n'y a pas eu de recours. Ok. Ensuite, une autre question à laquelle je vais répondre. Un Wissider qui demande comment investir si j'ai une résidence secondaire dans un des 11 départements éligibles. Donc là, pour pouvoir investir, il faut avoir soit sa résidence principale dans ces départements-là, soit une résidence secondaire. Dans ce cas-là, et comme écrit sur la fiche projet, dans la FAQ aussi, il faut revenir vers notre pôle investisseur, soit par mail, support-client@wicit.com, soit par téléphone pour pouvoir échanger directement avec notre pôle investisseur qui se chargera de vous guider pour cet investissement. Ensuite, une autre question. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que signifie P50? P50, c'est effectivement, on utilise beaucoup de jargon. Il y a pas mal de mots dans notre jargon. Donc P50, c'est le productible moyen enfin, c'est le productible moyen du parc sur une année. Donc, en fait, 50, c'est pour 50%. Ça veut dire qu'il y a 50% de chances pour que ce soit au-dessus ou en dessous. Donc, en gros, voilà, c'est le productible moyen sur une année. Ok. Ok. Ensuite, une autre question de Denis à laquelle je vais répondre aussi. Bonjour, comment peut-on investir via son PEA? Alors, la collecte est éligible
pour un investissement via PEA ou PEA-PME. Dans ce cas-là, si vous avez des questions complémentaires, alors normalement, il suffit juste de choisir comme moyen de paiement PEA lorsque vous êtes dans le processus de souscription. Ensuite, si vous avez besoin d'éléments un petit peu plus détaillés, pareil, n'hésitez pas à passer par notre service investisseur. Mais qui dit investissement via PEA dit quelques allers-retours avec votre banque. Mais voilà, n'hésitez pas à contacter le service investisseur pour ça. Ensuite, une question de Benoît qui déclare être intéressé pour participer à ce projet, mais qui se demande pourquoi le choix du financement participatif quand on connaît les taux d'emprunt aujourd'hui. Tu veux que je réponde, Pauline? Je peux répondre. Non, je peux répondre. Écoutez, c'est complémentaire. Il n'y a pas, comme vous avez pu voir pendant la présentation, on a un emprunt bancaire sur ce projet qui en fait finance la grande partie des coûts de construction. Et l'investissement participatif, c'est uniquement un complément. Et là, c'est plutôt pour aller dans une démarche d'association du projet avec l'économie locale et son territoire, en fait. C'est de permettre à des personnes qui ont soit une résidence secondaire, puisqu'on en parle à l'instant, mais surtout des résidences principales, d'investir sur le projet et d'avoir aussi des bénéfices économiques en plaçant leur épargne, une partie de leur épargne dans le projet. Merci Pauline. On va poursuivre avec une question de Céline. Alors la question est un petit peu longue. Que pensez-vous de l'information récente selon laquelle Jean-Louis Putré, président de la Fédération Environnement Durable, a déposé une pétition devant le Parlement européen pour surcompensation dans les aides à l'éolien en raison de la fragmentation des projets? Je cite, entre guillemets, la multiplication des éoliennes aura pour conséquence le doublement du prix de l'électricité des ménages à un niveau insupportable pour l'avenir de la France. Et il y a un lien vers un article précis. Bon, je pense que je sors un peu du cadre, mais là, ce qu'on voit actuellement aujourd'hui, c'est que l'augmentation de l'électricité, elle ne sera pas due à l'éolien, hein. Elle sera due clairement au gaz et aux matières premières qu'on importe. Donc, je ne comprends pas trop cette phrase. Je ne vois pas d'où ça vient parce que quand on regarde le coût d'un projet éolien, en majorité, à 60%, voire 70%, c'est le CAPEX et l'achat des éoliennes. Donc oui, il y a peut-être un achat de matières premières. Si ça augmente, ça peut augmenter le coût d'un projet, mais il n'y a pas de matières premières, hein. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de fuel. Donc vraiment, c'est un business plan éolien, c'est très transparent, hein. Vous avez le CAPEX éolien, vous avez le coût du raccordement, le coût de construction. Donc, je ne vois vraiment pas en quoi ça pourrait augmenter la facture d'électricité. Au contraire, dans un business plan et dans un modèle financier éolien, vous prenez en compte tous les coûts, y compris le démantèlement. Donc, même le nucléaire, dont le coût de démantèlement n'est aujourd'hui pas compris dans le coût d'électricité. L'éolien, pour moi, sur cette partie-là du coût d'électricité, c'est celui sur lequel on peut le plus faire de prévisions. Il y aura le moins d'aléas avec des coûts de matières premières. Voilà, je ne comprends pas. Puis, si je peux compléter, on est sur une technologie plutôt mature, donc comparé à d'autres projets ou technos de NR. Oui, c'est ça. Et pardon, je vais compléter. Effectivement, c'est là où je voulais en venir. Le marché devient de plus en plus compétitif. Donc, effectivement, au début de l'éolien, mais c'est comme le début de toute filière, la filière a été pas mal subventionnée par l'État. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. C'est pour ça qu'on passe par des appels d'offres. Et nous, quand on fait nos prévisions de prix, on se rend compte que le parc, il tourne tout seul, en fait. Il pourrait vendre carrément tout le temps sur le marché, en fait, hein. Je pense que c'est important d'insister là-dessus. C'est vraiment la logique d'appel d'offres qui aujourd'hui va s'accentuer de plus en plus. Et donc, le projet, les questions aujourd'hui, à candidater dans un processus compétitif par rapport à d'autres parcs. Et quand on fait effectivement des business plans, aujourd'hui, on est dans un mécanisme de rémunération où on doit vendre sur le marché et l'État compense la différence si les prix de marché sont en dessous.
du tarif pour lequel on a été lauréat. Mais a priori, là, vu l'évolution qu'on peut constater sur les marchés, il est très probable que d'ici quelques années, en fait, le prix auquel on vend l'électricité sera en dessous que les prix qu'on constatera sur le marché. Je pense que et le tarif qu'on avait obtenu, c'était 60 € du mégawattheure. Oui, et bien du coup, vous répondez à la question de Denis qui demande quel est le tarif de revente que vous avez obtenu. 60. Ensuite, une autre question de Benoît. Alors, Benoît qui tout à l'heure posait la question sur le choix du financement participatif, il me semble. Je vérifie. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc là, il y a deux questions de Benoît. La première, cela vous octroie-t-il des avantages fiscaux? Et la seconde, avez-vous une idée de l'impact sur l'emploi local? Équipe technique, par exemple. Je prends la question sur les avantages fiscaux. Alors non, il n'y a pas d'avantages fiscaux associés à l'investissement participatif, ni même à l'exploitation d'un parc éolien en particulier. Enfin, je ne sais pas si vous aviez une idée plus précise derrière cette question. Peut-être Benoît, on vous laisse reformuler ou compléter si besoin. Et du coup, pour la seconde question, Julie. Oui, est-ce qu'on a une idée de l'impact sur l'emploi local? On doit avoir des chiffres globaux sur ce que fait la filière éolienne en France, mais là, sur le parc Gatineau 2, oui, on sait que ça va mobiliser les équipes techniques déjà de Vestas, du centre de maintenance qui est dans le Loiret. Donc, ça mobilise plusieurs personnes. Je ne saurais pas dire combien, mais bon, ça leur fait du travail en plus, ça c'est sûr. Nous également. Et puis, on va faire également appel à une société, à Engie, pour nous aider à faire la maintenance des postes de livraison. Donc oui, clairement, ça fait de l'emploi local. Ok. Est-ce que pour illustrer, vous avez quantifié le nombre de foyers que le parc représenterait en termes d'alimentation et pareil pour le nombre de tonnes de CO2 évitées? Je crois que vous l'avez présenté assez rapidement dans la présentation. Oui, alors de mémoire, c'était environ 11 000 foyers et 2600, non, je me trompe de chiffre. 2600 tonnes de CO2 équivalent. 11 300 foyers et 2600 tonnes. Et puis, je reviens sur la question. Bon, évidemment, c'est difficile de calculer les chiffres pour un parc précis, hein, mais ça, ce sont des chiffres du gouvernement, on les prend ou pas, mais ils disent la filière éolienne terrestre et en mer représente 20 200 emplois directs et indirects en France. Et forcément, vous avez besoin d'emplois locaux parce que vous avez besoin de personnes qui sont présentes à côté du site. C'est ça. Ça ne peut pas être des personnes ailleurs. Ok. Ok. Alors, on se rapproche de la fin du live. On va prendre les dernières questions. Alors, il y a deux questions de Jean-Marc et Céline qui sont liées et qui parlent du même thème de la sortie. Je vous lis les deux questions. Alors, la première de Céline. Bonjour, pouvez-vous revenir sur le scénario de sortie, s'il vous plaît? Je ne suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce qui pourrait le remettre en cause et faire que le taux attendu ne soit pas au rendez-vous? Akio peut-il ne pas racheter les actions ou pas au prix attendu? Et l'autre question, comment nous rassurer sur le fait que vous nous rachèterez nos actions au bout de 4 ans? Oui, donc peut-être je démarre et puis je pense que cette question a été aussi posée dans le forum et très bien répondue par WeSeed. Du coup, oui, dans le contrat que nous avons avec le WeCap, avec la société WeCap, effectivement, il n'y a pas de garantie, mais on a l'option les sociétés d'Akio ont l'option de racheter ces parts au bout de 4 ans à un prix déterminé. Donc ça, c'est le taux de 7,2% que vous voyez, ce qui permet à la WeCap de servir un rendement à ses actionnaires de 5%. Après, et c'était bien expliqué, je trouve, dans le forum, et là je parle plus généralement, donc ce genre de structure arrive souvent dans l'industrie, et ce qui se passe, c'est qu'on a vu par le passé que c'est dans l'intérêt évidemment des producteurs de racheter les actions au bout de ces 4 ans, parce qu'il y a des conséquences pour nous sinon.
Mais effectivement, il n'y a pas de garantie. Parce que Maxime, je ne sais pas si j'ai bien repris l'argumentaire. Si, c'est ça. Et puis après, si vous voulez avoir des compléments ou si vous avez des questions complémentaires, il y a l'espace commentaire, justement, la foire aux questions Ouais. qui reste ouverte. Mais après, je pense que c'est important d'indiquer, vous avez vu le prévisionnel du business plan. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de rachat, ce qui est très peu probable, vous seriez quand même gagnant dans l'opération parce que les flux générés par le projet sont tels que il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à la rentabilité du projet. L'objectif des 4 ans, c'est surtout pour apporter de la liquidité parce qu'on sait que aujourd'hui, des actions comme ça via des plateformes d'investissement, de financement participatif, c'est plutôt des placements à court terme. Parce que dans la vie de tout un chacun, on n'est pas des investisseurs professionnels et on a besoin de notre capital à moyen terme pour mener des projets. Voilà. Oui, et puis Pauline, comme vous l'avez expliqué dans la dernière slide sur le prévisionnel, vous voyez les cash flows qui étaient générés par la revente d'électricité, qui étaient très, très, très importants. Hop. Alors, je vois si on a une dernière question. On n'a pas de dernière question. Alors, je ne sais pas si vous voulez, Mathieu, peut-être dire un dernier mot ou Isidore ou clôturer le live. Oui, peut-être pour revenir sur ce même débat, en fait, c'est contrairement à d'autres industries ou d'autres que j'ai pu connaître par le passé, c'est vraiment l'industrie qu'on pourrait mesurer les flux de trésorerie très, très précisément. Et je dirais autant plus pour ce projet où nous avons, parce que le facteur clé dans tous ces projets, c'est leurs ressources, mesurer leurs ressources. Et là, dans ce projet, on a un autre projet, pas identique, mais qui prend le même vent juste à côté. Donc, on peut mesurer très, très précisément plus encore que d'autres projets, les ressources de ce projet. On connaît le tarif, donc on connaît déjà notre chiffre d'affaires, et puis tous nos contrats découlent de ce chiffre d'affaires. Donc, on a une très, très bonne idée, même sur les 20 années d'un projet, ce qui est extrêmement rare dans n'importe quel business, de où vont être nos flux de trésorerie. Voilà, donc juste, ça, c'est assez particulier. Et puis, non, sinon, merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Et puis, évidemment, nous sommes disponibles pour répondre dans le forum à d'autres questions voilà, n'hésitez surtout pas. Super. Merci à tous les quatre. Merci aux Isidore présents en direct. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le replay devrait être disponible demain, normalement. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire. On se chargera d'y répondre, Lucide et AQ et l'équipe d'AQ Énergie également. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un nouveau live sur Lucide. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. That's right.